Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Beaucoup de gens, peu de gens plutôt, ont une idée précise de ce qu'est Gaza, la plus grande prison du monde, la plus grande prison à ciel ouvert. Peu de gens imaginent ce qu'est la situation pour les habitants à Gaza. Nous allons voir dans une carte. Voici Gaza dans la Palestine historique. Voilà la petite portion, la petite bande de 360 km² où vivent 1 700 000 habitants. Cette petite bande carrée, s'il y avait la même densité en France, la France serait peuplée de 2 milliards d'habitants, pour vous dire, pour vous donner un ordre de grandeur. Voici Gaza. Là, c'est la mer. Là, c'est la Palestine occupée. Et de ce côté-là, du côté de Rafah, c'est l'Égypte. Alors, tout le tour de Gaza, il y a une clôture, un mur sécurisé, un mur et qui en plus est doté d'un système de sécurisation absolument incroyable, très moderne, hyper sophistiqué. Et en plus, à l'intérieur de Gaza, il existe, à l'intérieur du côté palestinien, il existe un no man's land qu'aucun Palestinien ne peut franchir sans se faire tirer dessus. Du côté de Rafah, même chose, clôture hautement sécurisée avec no man's land du côté palestinien. Et il y a une petite porte entre l'Égypte et la Palestine qui est aujourd'hui fermée. Du côté de la mer, les Palestiniens ont une étroite bande de mer de 1,6 miles. Ça veut dire ils ne peuvent pas aller plus loin que 4,8 km, presque 5 km. Et tout le long de la bande, du rivage, tout le long, après le petit espace qui est espace de pêche qui est laissé aux Gazaouis, il y a des dizaines de vedettes de la marine israélienne, canons pointés vers les bateaux de pêcheurs pour les empêcher de quitter la bande qui leur est assignée. Et là, à l'intérieur, vivent 1 700 000 Palestiniens. Voilà où en est la situation des Palestiniens. Côté israélien, depuis le 8 juillet, selon les chiffres d'hier, l'armée sioniste a lancé 1329 attaques contre la population de Gaza. Bilan, 165 morts, 1085 blessés, dont certains sont dans un cas jugé désespéré, et des dégâts matériels par centaines d'immeubles, y compris des infrastructures de santé. Côté palestinien, pendant le même temps, 800 roquettes pompeusement appelées missiles ont été lancées depuis la bande de Gaza. Bilan, du côté israélien, aucune victime, aucun blessé, pas ou très peu de dégâts matériels. D'un côté, l'armée la plus puissante du monde, en rapport avec sa taille et sa force de frappe, une armée dotée de plus de 300 têtes nucléaires et autant de missiles porteurs, qui dispose de moyens satellitaires et du renseignement de tout l'Occident, et particulièrement des USA. Une armée dont les ressources financières sont inépuisables, qui jouit de l'impunité totale malgré les crimes innombrables contre l'humanité qu'elle a commis et qu'elle continue de commettre. Parce que le veto américain est toujours là pour empêcher toute condamnation contre elle, même dans les cas les plus atroces. De l'autre côté, une population enfermée dans une prison à ciel ouvert qui n'a d'autre recours pour assurer son devoir de résistance que d'envoyer de bien piètres roquettes contre ceux qui les ont dépossédés de leur pays. En une quinzaine d'années, les Palestiniens ont envoyé des dizaines de milliers de ces projectiles. Le bilan total, on a été de 15 morts israéliens en 15 ans.
d'une quarantaine de morts en 15 ans. Mais même ce pathétique devoir de résistance, prôné pourtant par les valeurs occidentales, leur est dénié. Les Occidentaux travaillés par le maître sioniste parlent d'une seule voix pour désigner les résistants palestiniens sous le vocable ô combien galvaudé de terroristes. Et que nous dit l'ONU hier en réponse à un tel déséquilibre, à une telle agression, au combat d'un avion de chasse contre un lance-pierre? Voilà ce que dit l'ONU, ce que dit son Conseil de sécurité. Je cite. Le Conseil de sécurité appelle à la désescalade des tensions à Gaza, au rétablissement du calme, à la réinstauration du cessez-le-feu de 2012 et au respect des lois humanitaires internationales, notamment sur la protection des civils. À signaler que cet appel n'est pas destiné à Israël, mais aux deux belligérants. Le communiqué de la France est encore plus hallucinant que ça. Écoutez donc. Nous condamnons, vous voyez avec quelle rigueur, avec quelle énergie, quand il s'agit des Palestiniens. Nous condamnons les tirs de roquettes qui se sont produits de la part du Hamas sur la population civile israélienne. Mais nous demandons aussi à Israël de faire preuve de mesure dans sa riposte, et en particulier de respecter le droit international et de faire en sorte que les victimes civiles soient épargnées. Vous voyez, même dans le langage diplomatique, comment ces puissances... je ne comprends pas d'où peut leur venir une telle audace, un tel culot, une telle attitude éhontée. Ils condamnent les attaques terroristes, des gens qui lancent des pétards, qui ont fait quelques morts en 15 ans, et ils demandent gentiment à Israël d'être un peu plus modéré, de frapper, d'accord, de riposter, d'accord, mais d'être un peu gentil, pas trop méchant, que ça se voit pas trop, quoi, que ça mette pas tout le monde dans la gêne, pour ne pas dire autre chose. Et Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, de surenchérir. À Gaza, comme en Israël, il y a deux belligérants, hein. La priorité absolue, c'est le cessez-le-feu. Je crois que ces attitudes et ces déclarations se suffisent à elles-mêmes. Il est tout à fait inutile de les commenter. Depuis le temps que ça dure, qui n'a pas encore compris que les principes et les valeurs dont l'Occident nous rebat les oreilles ne sont que des coquilles vides, des slogans stériles, vidés de toute vraie substance et destinés aux gogos du monde qui y croient encore. Les Palestiniens sont seuls. Leur pays leur a été volé. Ils ne disposent plus que de 2 bandes de terre exiguës qui ne représentent plus qu'une infime partie de la Palestine historique et qui n'ont fini pas de rétrécir devant les occupations violentes des colons sionistes et des expropriations officielles décidées par une justice dont le rôle est de vider la population, de vider la Palestine de sa population originelle. Voilà où en sont les Palestiniens. Ils sont dépossédés chaque jour du peu qu'il leur reste. Ils sont enfermés dans la plus grande prison du monde, dans un territoire le plus peuplé du monde, pour ceux qui vivent à Gaza. La force occupante, portée par une idéologie sioniste, qui est l'archétype même du fascisme le plus outrancier, et par des convictions religieuses racistes, ouvertement racistes, qui rendent licite le meurtre et l'oppression du non-juif, se sont donc autorisés par Dieu lui-même de chasser de sa terre promise, n'est-ce pas, ceux qu'ils ne considèrent que comme des animaux, des bêtes malfaisantes. Les puissances du monde, qui auraient pu empêcher une telle barbarie, une injustice aussi criante, ont juste fait le contraire. Ils ont doté Israël de l'arme nucléaire, ils le financent, lui fournissent toute l'aide dont il a besoin, et ont même réussi à devenir ses vassaux d'une manière qui ne se voit même pas, puisque nul dirigeant occidental ne peut se faire élire sans l'aval du sionisme international. Pour ce qui est des Arabes et des musulmans, qui auraient pu un temps soit peu voler au secours de leurs frères opprimés, le mieux est de ne pas en parler pour ne pas perdre son temps, donc n'en parlons pas.
Aujourd'hui, le Figaro. Un commando israélien mène une incursion dans la bande de Gaza. Le Monde. Dans la bande de Gaza, je n'ai aucun espoir de m'échapper d'ici. France 24. Journée la plus meurtrière à Gaza depuis le début de l'opération israélienne. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Iskandar Debech, militant des droits de l'homme, Sami Boumenjel, analyste politique, Jamil Zeri, documentaliste. Iskandar Debech, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Jamal. Bonsoir Iskandar. Alors, qu'avez-vous à dire sur cette énième agression contre les Palestiniens, contre les terroristes palestiniens? C'est Jamaldin, j'aimerais apporter juste une petite précision en complément à ce que vous avez dit il y a un petit instant, en parlant de la bande de Gaza comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde, plus grande prison à ciel ouvert du monde. J'aimerais rajouter que, aussi grande soit-elle, elle ne fera que la moitié, d'après ses mensurations, elle ne fera que la moitié du camp de concentration d'Auschwitz. Et voilà ce qu'est la bande de Gaza, avec une population... Vous les répétez, Iskandar, ça veut dire la bande de Gaza, c'est à peu près la moitié du camp de concentration d'Auschwitz. Avec ses 360 km², elle ne fait que la moitié du camp de concentration d'Auschwitz. Incroyable. C'est incroyable. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les victimes du nazisme. Hein. Oui, c'est réciproque. Et toutes les victimes des guerres. Oui. Hommes, femmes et enfants. Oui. Donc, la bande de Gaza ne fait que la moitié du camp de concentration d'Auschwitz. Je suis très étonné par un tel... Vous avez une idée de ce que c'est. Avec une population infiniment plus grande, puisque le camp de concentration de Gaza abrite à peu près 1 700 000 personnes. Oui. Donc, c'est-à-dire à une population incarcérée, je crois, au triple ou presque au quadruple. Et je l'ai dit dans mon introduction, à densité égale, la France serait occupée de 2 milliards d'habitants. De 2 milliards d'habitants, voilà. Oui, absolument. Voilà. À densité égale. Oui. À densité égale, la France serait peuplée de 2 milliards d'habitants. Voilà. Absolument. C'est dire dans quelle promiscuité les gens de Gaza se trouvent. Hein. Oui, absolument. Et donc, il s'agit d'un fait colonial sous sa forme la plus atroce, sous son visage le plus atroce, le plus ignoble qui soit. C'est-à-dire un fait colonial doublé d'arrogance. C'est-à-dire qui vise non pas à travailler avec le colonisé, non, mais à diminuer ce colonisé, à le rendre inhumain. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, Iskandar, bien sûr. Restez avec parlant d'un fait colonial, notre pays demain va défiler pour la célébration d'un autre fait colonial atroce. Oui, c'est vrai. L'Algérie va défiler demain. L'armée algérienne va défiler à Paris pour le 14 juillet, fête nationale française. Le 14 juillet, pour la célébration d'un autre fait colonial qui était la guerre, la déflagration de la Première Guerre mondiale. Oui. La déflagration de la Première Guerre mondiale. Et là, je crois que nous avons vraiment, franchement, à mon avis, nous avons franchement atteint le fond. Nous avons pratiquement touché le fond. Puisque grâce à l'entremise du clan du Bachar Abouteflika, notre armée nationale populaire va allègrement, c'est-à-dire notre armée nationale populaire, héritière de la glorieuse armée libération nationale, va allègrement défiler à Paris pour célébrer le 14 juillet. Et plus que ça, au-delà, elle va célébrer la commémoration de la guerre de 1914. Oui. Donc elle va célébrer la commémoration de la guerre de 1914-1918 et justement sous l'ère de la Nouba des tirailleurs algériens. Oui. La Nouba des tirailleurs algériens, bien sûr, il n'y aura que la musique qui sera jouée par la fanfare de l'armée française. Oui. Mais dans les paroles que j'ai, parce que j'ai procédé à quelques vérifications tout à l'heure, la Nouba des tirailleurs algériens, qu'est-ce qu'elle dit? Oui. La France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit, avec des pommes de terre et un bol de riz.
Oh là 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 là. Voilà ce que chantaient les tirailleurs à cette époque-là. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit avec le cynisme du système colonial, qui en échange de pommes de terre et de bols de riz, exige votre vie, que vous sacrifiez votre vie pour lui, à l'époque. Voilà, voilà. Et nous allons, notre armée, c'est-à-dire notre armée qui va défiler demain le 14 juillet, en descendant les Champs-Élysées, eh bien elle va marcher allègrement sur le corps de grands révolutionnaires. Je ne parle pas des héros de la guerre de libération nationale. Elle n'a intervenu que 40 ans après la guerre de 14. Moi, je parle de ces héros qui ont résisté à la conscription de 1914. Oui. Je cite au passage Mes'ud Ben Zalmat. Oui, exact, exact. Et de bien d'autres, hein, il n'était pas le seul, parce qu'il y a eu c'est à travers toute l'Algérie que des hommes ont résisté contre la conscription. Absolument. Je cite Ali Ben Sayri, Mohamed Ben Zerrouk, mais pour ne pas, mais Iskandar, le sujet est passionnant. Si vous voulez, on pourrait en parler demain. Je vous invite allègrement, avec grand plaisir. Mais sinon, si on restait dans le cadre de Gaza, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et donc, voilà. C'est-à-dire, bon, je parlais du cynisme d'un fait colonial, et là, on nous renvoie à la figure un fait colonial atroce. Oui. Un fait colonial atroce parce qu'il est doublé non seulement de cynisme, mais de sadisme. Iskandar, j'ai lu sur Facebook quelqu'un qui a proposé, il a dit demain, 14 juillet, pour faire une réponse au régime d'Alger, qui vont défiler sous la tribune où se trouveront des dirigeants sionistes qui sont en train d'assassiner nos frères palestiniens. Côte à côte auprès des dirigeants algériens. Voilà. Et donc, moi, j'appelle tous les gens, c'est-à-dire toutes les personnes qui refusent cette guerre déclarée par le sionisme à la bande de Gaza. Cette agression sioniste contre Gaza, tous les gens qui sont contre ces faits, à défiler demain avec un kéfier palestinien. Bravo. C'est ce que demandait exactement ce monsieur qui a lancé l'idée sur Facebook. Il a demandé à tout le monde, pas que seulement aux Algériens, d'aller au 14 juillet avec un kéfier palestinien. J'espère que ce sera fait. Voilà. Restez avec nous, Iskandar. Nous allons accueillir à présent Sami Boumengel. Merci, Sami, d'être avec nous. Sami. Oui, Jamal, bonjour. Bonjour, Sami, merci. Bonjour aux téléspectateurs d'El Maghribia. Merci. J'ai entendu votre exposé, puis j'ai entendu votre premier interlocuteur, et je suis entièrement d'accord avec les deux exposés. Oui. Il est certain que ce qu'il faut marquer dans cette affaire palestinienne, c'est surtout la reconnaissance du fait colonial. C'est un colonialisme le plus sauvage qui est en train de s'abattre sur la Palestine, qui s'est déjà abattu sur la Palestine, et ce sont les plans les plus morbides qui sont mis en œuvre. Netanyahou, pour valider les dernières colonisations qui ont été faites d'une manière sauvage, comme on le sait, a déclenché une provocation par l'élimination d'un jeune Palestinien avant l'enlèvement des trois jeunes Israéliens dans la bande de Gaza. Oui. C'est ça la dernière provocation. C'est ça la dernière provocation. Il fallait trouver le moyen de valider les dernières colonies qui sont non négociables pour venir à une table, et l'autorité palestinienne le sait très bien, à une table où il n'y a plus rien à négocier que de signer le dernier accord sur les Bantoustans palestiniens. Mais Sami Boumengel, le palestinien n'existe plus. Sami Boumengel, le palestinien n'existe plus. Sami Boumengel, est-ce que vous m'entendez? Dans des Bantoustans, et il est privé totalement de liberté. Sami Boumengel, est-ce que vous m'entendez? Sami Boumengel? Oui. Dites-moi, est-ce que en ce moment, nous avons appris que plus rien ne rentre à Gaza, ni l'argent pour payer les fonctionnaires,
ni les médicaments, ni l'alimentaire, ni rien, même les produits les plus essentiels à la vie. Est-ce que Israël, encore une fois, fâché par l'accord qui a eu lieu entre le Fatah et Hamas, n'essaie pas d'affamer les populations et de les pousser donc à être contre cet accord et à être contre le terroriste Hamas? La position d'Israël, c'est de toujours de pousser les Palestiniens au jusqu'au-boutisme. Oui. Qu'il soit le Hamas ou que ce soit tous les gens qui ont représenté l'autorité palestinienne, en particulier les gens de l'OLP, ainsi de suite. Pour le gouvernement Netanyahou, chaque Palestinien est un terroriste. Et aucune négociation fiable n'est possible. Donc, il faut gérer il gère cette situation-là par la crise qui est permanente. Une crise que payent les populations civiles, bien sûr. Restez avec nous, Sami Boumenjel. Jamil Zeri, merci de nous avoir rejoints, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Jamaldine. Alors, Sami Boumenjel était en train de nous dire maintenant, en fait, pour résumer, la tactique d'Israël, c'est que je vous accule, je vous laisse aucune possibilité de réagir, aucune. Je vous enlève toute possibilité de résister de façon légale. Je ne vous laisse que le seul recours à la violence. Je vous y pousse, je vous y incite, je ne vous laisse que ce seul recours. Et lorsque vous l'utilisez pour vous défendre, pour résister, parce que vous êtes un être humain, vous êtes digne, vous avez besoin de vous regarder dans une glace et de dire « je suis un être humain, c'est un devoir de résistance, je dois résister ». Et lorsque vous le faites, il vous traite de terroriste. Et il bat le rappel des troupes, de ces médias, de ces puissances occidentales, des foules hébétées d'occidentaux qui mangent la propagande comme on bouffe son midi. Et tout le monde devient terroriste dès lors qu'il se défend. Bah écoutez, il ne faut rien s'attendre du sionisme. Hein. Le sionisme, je me rappelle le discours de Ben Gurion, il a dit « n'attendez pas des Palestiniens qui nous aiment ». Ils ont raison de nous détester. Nous leur avons volé leur terre. Il l'a dit. Oui, je le sais. Il l'a écrit. Oui. Ben Gurion, il l'a dit. Oui. Ceci dit, maintenant, il faut savoir que même, vous prenez la société israélienne, le sionisme, c'est une idéologie affreuse, immonde, une bête immonde. Vous voyez, regardez les Africains. Vous voyez tabasser les Africains à Tel Aviv. Oui. Regardez les Palachas, on ne prend pas leur sang. Exactement. J'aimerais que vous expliquiez cette histoire de Falachas dont ils refusent les dons du sang. Les Falachas qui se considèrent comme juifs, qui ont... Oui, mais le conseil rabbinique ne les considère pas comme juifs parce qu'ils étaient esclaves à l'époque de Salomon. Voilà. Donc le sionisme lui-même, même les séfarades d'Ashkenaz, souvenez-vous de David Lévy qui était membre du Likoud, était même ministre des Affaires étrangères, né au Maroc, on l'appelle le Marocain. Et puis il a démissionné avec fracas, il a dénoncé le racisme à l'intérieur même. De la société israélienne entre séfarades et Ashkénazes. On dit que Israël est l'État le plus raciste au monde et le plus raciste de l'histoire contemporaine d'ailleurs. Encore plus que l'Afrique du Sud. C'est l'histoire d'Olim et Goïmonim, ça c'est connu. Mais le sionisme lui-même, c'est une bête immonde. Il y a beaucoup de livres. Il y a Lévi Gideon, il y a Shlomo Sand. Ce sont des intellectuels israéliens qui disent que le sionisme, c'est lui qui va détruire l'État d'Israël. Bon bref, concernant la bande de Gaza, maintenant ce qui se passe, c'est affreux, c'est scandaleux, parce que ce n'est pas le sionisme. Moi, j'attends rien du sionisme. Mais par contre, les États démocratiques, entre parenthèses, entre guillemets... Mais ils sont sous contrôle. Avec les droits de l'homme et Jamil, ils sont sous contrôle. Jamil, vous avez entendu, vous avez vu l'émission hier avec Jacob Cohen? Oui, je l'ai vu, oui, effectivement. Alors il nous dit clairement, lui, que les Sayanim contrôlent totalement la société occidentale, non seulement pour l'information qu'ils livrent au Mossad et aux autres institutions israéliennes, mais aussi pour la pression. Ils contrôlent tout. Ça veut dire dans tous les milieux de décision,
dans toutes les institutions, les Sayanim, ça veut dire les agents d'Israël, qui ont la nationalité du pays où ils se trouvent, contrôlent la situation et personne ne bougera. Personne ne bougera dans ces pays. Oui, Jamaldine, ils ont travaillé. Je suis désolé. Il y a 20 ans, souvenez-vous du discours de Gaulle sur Israël. Peuple, c'est très connu, le discours de Gaulle. Mais depuis, ils ont travaillé. C'est que nous, c'est à nous de se structurer. Il n'y a aucun pays arabe. Nous avons vu hier sur les chaînes de télé des manifestations partout, au Mexico, de l'Amérique latine, toute l'Amérique latine. Mais dans les pays arabes, il n'y a aucun pays arabe n'a fermé le bureau commerce. Vous savez, le Maroc, ils en ont un. À Dubaï, il y en a un. Au Qatar, il y en a un. Il n'y a aucun. Et vous avez, il y a un expert, il y a Hodot Aharonot, il y a un expert israélien de sécurité qui a dit que nous avons fait ce que nous avons fait en accord avec l'Égypte. Et que pensez-vous de l'appel qui a été lancé par un compatriote sur les réseaux sociaux de porter demain, 14 juillet, un kéfier palestinien? Et ce n'est pas un appel qu'aux Algériens, un appel à tous ceux qui compatissent aux souffrances du peuple palestinien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée, c'est une très bonne initiative. Comme ça, les gens sauront qu'il y a la voix du peuple et puis il y a la voix du pouvoir. Ça sera un message lancé à M. Hollande qui dit qu'il compatit, qui condamne, et voilà. Un dernier mot. Puis aux sociétés, puis aux musulmans, aux arabes qui vivent en Occident, de se structurer. Le rapport de force existe. Quand on parle des États-Unis, on dit que les États-Unis, c'est l'allié objectif ou l'allié inconditionnel d'Israël, mais c'est faux. C'est faux. C'est le rapport de force. Les États-Unis n'ont pas de diplomatie, n'ont pas de politique étrangère. Ils ont une politique intérieure. Et n'oubliez pas que les États-Unis se sont abstenus à la création de l'État d'Israël. Oui. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup de pays arabes. Oui. Il faut créer le rapport de force dans les sociétés occidentales. Il y en a. Mais les Arabes et les musulmans et les pro-palestiniens ne sont pas prêts, malheureusement, à créer des lobbies, des groupes de pression. Leila Haddad, qui était avec nous il y a quelques jours, nous l'a brillamment expliqué. Il ne nous reste plus de temps, donc Jamil, merci d'avoir participé à cette émission. Nous allons passer à Sami Boumenjel pour un dernier mot peut-être. C'est simplement pour rappeler mon coup de gueule que j'avais envie de passer par rapport à la position de François Hollande, qui est une position qui est strictement sioniste et qui a fait le choix du sionisme contre l'anticolonialisme, parce que ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est pur et simplement du colonialisme. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Sami Boumenjel, en espérant vous revoir bientôt. Iskandar Debbash. Oui, alors, nous allons... Pardon, Iskandar. Je rejoins notre ami Sami Boumenjel pour dire que c'est la manifestation, en parlant de l'agression israélienne contre Gaza, qu'il s'agit là de la manifestation d'un fait colonial sous son visage le plus hideux qu'il faut absolument dénoncer partout où l'on se trouve. Dénoncer pour que cela ne se reproduise plus jamais ça. Merci beaucoup, Iskandar Debbash. Merci tous les trois de nous avoir accompagnés. Je ne quitterai pas l'émission avant de vous parler de quelque chose qui m'a frappé, qui m'a choqué et qui montre toute l'étendue des dégâts et qui explique bien comment le lobby sioniste, les lobbies sionistes tiennent l'Occident. Vous savez bien qu'en France, il y a eu des lois contre le port ostentatoire d'objets ou d'habits qui font référence à une religion ou à une autre, dans les établissements publics, notamment dans les écoles, entre autres, n'est-ce pas? Or, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que nous avons vu le Premier ministre, M. Valls, et M. François Hollande, le président de la République française, porter des kippas. Ils ont tous les deux porté des kippas, et en plus des déclarations qu'ils ont faites
en faveur d'Israël. Là, on n'en parle pas, mais on parle de port ostensible dans les établissements publics. Alors là, ce sont les plus hautes sommités de l'État français, de l'exécutif français, le président de la République, dans la photo, c'est dommage que je n'ai pas pensé à vous la montrer, où on voit M. François Hollande avec une kippa sur le sommet du crâne, avec les yeux baissés dans une attitude de recueillement. Et nous voyons le même, nous voyons M. Valls, pareil, avec une kippa sur la tête qu'il arbore fièrement, lui qui a dit mais je suis éternellement attaché à Israël, quand même. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum. Bqaw ala khair.